Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur le plateau de Mark & Strats pour parler de communication et de publicité. Alors aujourd'hui, on va se poser cette question. L'énergie peut-elle être sexy? En tout cas, le secteur de la publicité a à cœur de la rendre désirable et pour cause. Même si elle ne se voit pas, l'énergie est au centre de tous nos usages et avec elle tous les enjeux de transition écologique. Rosa Parys signe à ce sujet une campagne qui met en scène Jamel Debbouze pour GRDF et ses partenaires Coennov, France Gaz Renouvelable et professionnels du gaz. On en parle dans un instant. Et puis un pied aux USA et un pied en France. C'est ainsi qu'Emmanuel Dubuc a construit son groupe Advantid Group. Un build-up aujourd'hui incontournable dans l'industrie de la technologie publicitaire. Quelles sont aujourd'hui ses ambitions? Il est notre invité en deuxième partie d'émission. C'est Mark & Strats, c'est l'épisode 31. Bienvenue. Et dans À la Une cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Fitcheberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Rosa Parys en charge de la création et vous signez une campagne pour GRDF et ses partenaires que sont Coennov, France Gaz Renouvelable et les professionnels du gaz autour du gaz vert. Ouais. Moi, j'aimerais savoir quel a été le brief de départ déjà de cette campagne. Le brief de départ, en fait, c'est que ça fait maintenant 6 ans qu'on essaye de communiquer sur le gaz vert auprès du grand public. Et c'est vrai que, comme c'est des sujets, la décarbonation, le mix énergétique, etc., c'est des sujets qui ne sont pas faciles à comprendre pour les gens. En fait, le brief, ça a été de se dire comment on arrive un peu à percer cette bulle d'audience, d'écoute, en créant quelque chose d'assez impactant, fort, décalé, pour que les gens puissent se dire, tiens... c'est quoi le gaz vert en réalité? Ça m'intéresse, comment je peux me renseigner, etc. Donc ça a été vraiment ça le brief. Ça change quelque chose de travailler pour un collectif d'annonceurs plutôt que pour un singulièrement? Il faut mettre tout le monde d'accord? Non, parce qu'à la base, c'est vraiment une demande de GRDF, notre client. Donc, en fait, après, il y avait effectivement tout le collectif derrière. Mais non, ça ne change pas grand-chose au final. Après, si, peut-être, parce qu'on n'a pas de produit en particulier à vendre, il y a une volonté, un engagement, une dynamique. Donc, sur le brief et sur l'histoire, peut-être, mais dans le process, non. À l'arrivée, donc, une campagne avec Jamel Debbouze. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix? D'abord pour un choix par rapport à l'histoire, puisque l'idée c'était de trouver quelqu'un qu'on allait pousser dans le vide. Donc on s'est dit, est-ce que Tom Cruise est libre disponible? Il l'était, mais il était trop cher. Non, l'idée c'était surtout de trouver quelqu'un qui était à contre-emploi, l'anti-Tom Cruise d'une certaine manière. Et donc il fallait quelqu'un qui ait un ressort comique, une personnalité comme ça, qui était un peu genre qu'est-ce qui va se passer. Et puis après aussi par rapport à ce qu'est Jamel, lui personnellement, sa personnalité, son engagement, etc. Donc c'était un croisement entre l'histoire et puis aussi ce qu'il représente et ce qu'il est lui. On regarde ce que ça donne. Wow, c'est joli. Mon Jamel. Oh, c'est bon, il est prêt, alors on y va. Ça va l'équipe? Ça va? Ça va? Et toi? T'as tout ce qu'il te faut? Je suis au top. Super. Il est où mon texte? On a un texte pour Jamel? Alors, tu dis, très simple, une phrase. Grâce au gaz vert, la France pourrait sortir du gaz fossile plus vite. Sérieux? Ouais. On peut faire ça? Ouais. C'est génial. C'est cool, hein? Ça fait plaisir. Ouais. Je le dis où? Ah non. Tu le dis en sautant de là-haut. Là-haut, là? Ouais, là-haut, là-haut. Attends, imagine juste le film de ouf. Toi t'es là-haut, moi j'ai 9 drones, 10 caméras qui te suivent tout autour comme ça, le long de ta chute, paf, jusqu'au sol. Jamais vu en France. Non mais ça tu le verras jamais mon pote. Allez on l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai un parachute? Tu vas comprendre. Pourquoi j'ai un parachute? Hein? Pourquoi j'ai un parachute? Ah, cool, tout va bien se passer. Il est où mon agent? Aziz, on a des petits jus Aziz verts. Why you put me the parachute? Jamel, ok cool, on va se détendre avec un petit jus, on a des petits jus verts, t'aimes quoi comme jus? Concombre. Allez, un concombre pour Jamel. Je devais me parachuter là? Mais pas exactement, tu vas voir. En fait, on va faire un film de ouf, ça va faire un buzz international dans toute la France. Un buzz? Jamel, 2 buzz. Écoute mon rouillard, c'est important ce qu'on fait là. On est en train d'accélérer l'indépendance énergétique. On décarbone la France, regarde. Ouais, c'est joli. J'ai rien contre débraconner la France, mais j'ai de l'âme en altitude, c'est héréditaire, je vais pas y arriver. Putain, dans le contrat, t'as pas vu les petites lignes? Quelle petite ligne? Faut toujours lire les petites lignes dans le contrat, c'est la base. Aziz, t'as lu les petites lignes? Des petites... Ah, c'était toutes petites. Il y avait des petites lignes. Tu les as lues ou pas?
Arrêtez. Oh, wow. Redescendez-moi. Je rigole pas. Allez, t'inquiète pas, hein. Le gaz vert te dit merci, Jamel. Je commence à être tendu, là. Wow. Je peux pas l'agir. Et toi, tu le fais pour la nation. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr, j'arriverai pas. Allez, Jamel. Et action. Coupez. Il a dit couper, il peut pas dire couper. Hein? Allez, Jamel, saute. J'ai sauté, c'est bon. On te voit encore sur la planche, Jamel. Ça m'étonnerait, là je vais atterrir. Non mais Jamel, on a un retour ici, hein, on a des moniteurs, on te voit. Allez, saute. Pour la France. Pour ta mère. On n'a pas bien entendu gaz vert, non? C'est pas le meilleur en articulation. Hein. S'il faut en faire des tonnes pour que tout le monde sache qu'on a une énergie renouvelable chez nous qui s'appelle le gaz vert, eh ben on le fera. Hein, Jamel? Elle sort d'où, elle? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez me dire... Bon, Gilles, pour parler de sujets aussi compliqués que celui-là, il faut forcément du spectaculaire. Il ne faut pas forcément du spectaculaire, mais pourquoi pas? L'idée, c'est quand même, c'est des sujets, on en parlait tout à l'heure, c'est des sujets qui sont importants, c'est des sujets qui sont sérieux, la décarbonation, le mix. Et qui sont intangibles aussi, enfin, c'est pas un produit palpable. Oui, exactement, qui sont projectifs, qui ne sont pas forcément palpables par les gens. Donc en fait, c'est surtout que... Il y a des perspectives sur ces sujets à moyen terme et à long terme qui sont hyper positifs, hyper intéressants. Donc c'est vrai que nous, plutôt que de parler de manière angoissante de ces sujets-là, on a envie aussi de se projeter positivement sur les possibilités qu'il y a. La décarbonation, notamment le plan GRDF de 2050 avec 100% de gaz naturel. Donc il y a une volonté vraiment d'y mettre du positif, d'y mettre de la projection optimiste. Et puis aussi, par rapport à la période, on a envie aussi que les gens se divertissent un peu, se fassent plaisir en regardant des contenus comme cela. Petite parenthèse, je trouve qu'il y a de plus en plus de stars de nouveau dans les pubs. C'était quelque chose qu'on avait un peu laissé tomber. Là, on a vu Sophie Marceau, on a vu Bilal Hassani ou Michel Polnareff. Vous expliquez cette tendance comment ? Non, c'est vrai. En fait, c'est... alors, quand on regarde 100% de la publicité, on va dire que c'est 5-6%. Oui, bien sûr. Donc, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que je pense que c'est dans l'air du temps, en fait. Les gens ne se concertent pas pour le faire. Un projet comme celui-là, ça prend 6 mois. Il y a 6 mois, il n'y avait pas tant de stars que ça. En fabriquant, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sortent, etc. Ouais, c'est dans l'air du temps. Peut-être aussi... les célébrités qui prennent aussi conscience que les marques font partie de la culture aujourd'hui, font partie de la pop culture. C'est très anglo-saxon. Aux États-Unis, il n'y a aucun problème pour des acteurs même très très connus de s'impliquer dans des sujets qui soit ont du sens, soit leur plaisent, etc., ou parce qu'ils consomment eux-mêmes les produits. Donc, je pense que cette culture-là, c'est en train d'arriver aussi ici, et ça, les gens le font de manière assez décomplexée. Pour revenir sur le sujet de l'énergie, vous aviez signé il y a quelque temps une campagne marque employeur pour Enedis, avec un tout autre parti pris créatif. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, bien sûr. En fait, pareil, Enedis, ça s'inscrit aussi dans la volonté de décarboner, cette volonté d'aller vers une France plus verte. Donc l'idée là, c'était surtout de parler des engagements qu'Enedis prend au quotidien pour faire en sorte que tout ça fonctionne mieux, notamment l'accès rapide en cas de tempête, l'empreinte carbone réduire l'empreinte carbone sur les événements sportifs, ou encore la pollution de lumière la nuit. Et donc il y a en fait différentes manières de parler de ces sujets-là. On peut parler par exemple sur GRDF d'un engagement sur le long terme. Sur Enedis, parler de preuves très concrètes au quotidien qui sont faites. Et en fait, c'est un mix de tout ça qui fait que la France de demain sera plus belle, plus verte, plus décarbonée, etc. Et à chaque fois avec l'objectif de rendre tout ça désirable finalement. Oui, parce qu'encore une fois, c'est le même sujet. L'idée, c'est de... Déjà, c'est des sujets, comme on le dit, qui sont projectifs. 2, il y a aussi une volonté de toucher des cibles plus jeunes. C'est-à-dire que l'avenir appartient aussi aux jeunes générations qui vont arriver, de les impliquer, de les concerner, d'essayer d'aller percer la bulle d'écoute chez eux. Et c'est vrai que l'humour, c'est vrai que l'entertainment, le divertissement, etc. sont des leviers pour faire tendre l'oreille. On va changer de sujet parce que vous avez sorti une campagne récemment pour Grand Frais et c'est quand même mon coup de cœur de la semaine. Alors là, c'est pas sur le développement durable, mais on va regarder tout de suite.
naturally. On parlait de pop culture, il y a plein de références pop culture là-dedans. Ouais, complètement, ouais, complètement. Déjà, il y a la musique, Lionel Richie, Whitney Houston. Il y a Titanic aussi. Il y a Titanic, bon, il y en a plein. Ouais, on a plein d'easter eggs de pop culture à l'intérieur de ce film. Quand même, je trouve que là aussi, on parlait de réinventer des imaginaires finalement tout à l'heure. C'est aussi un peu ce qui se passe avec ce secteur des hypermarchés, de la grande distribution. On a eu les campagnes Intermarché, même les récentes campagnes Aldi. Là aussi, c'était important de redonner de la désirabilité, si on peut dire, à ce secteur-là. Ouais, bien sûr. Après, encore une fois, on parlait d'air du temps, on parlait de grands courants de communication, etc., généralement qui viennent des pays anglo-saxons. Là, sur cette pub en particulier, on voulait au contraire mettre une espèce de contre-pied à un peu tout ce qui s'est fait récemment sur les histoires d'amour, etc. Là, on est juste amoureux des produits et non, les grandes histoires d'amour ne naissent pas dans les supermarchés. Ah bon ? Non, ça n'arrive que dans la pub finalement. Mais non, mais c'était une manière aussi surtout nous, d'exprimer l'expérience magasin Grand Frais, à quel point, voilà, pour ceux qui le savent et ceux qui vont faire leurs courses là-bas, c'est un tel plaisir, c'est tellement jubilatoire que d'aller faire ses courses dans un Grand Frais. De le pousser, de le décaler véritablement avec ces histoires d'amour et ce rapport d'amour au produit et à l'enseigne. Finalement, là, on a vu 3 terrains d'expression créatifs complètement différents. À un moment où on dit que parfois, voilà, tout est fait à base d'IA. Ouais. Là, j'ai le sentiment quand même que l'humain y est quand même pour quelque chose. Oui. Non, l'IA, c'est un outil formidable pour nous, pour tout ce qui est mécanique. Donc voilà, c'est super pour aller chercher des rhétoriques, de phrases, d'écriture, etc., pour aller creuser plein de choses. Mais c'est vraiment de la mécanique, c'est un outil. Après, pour ce qui est de l'histoire, de l'arc narratif, de l'émotion, de la sensibilité, de la surprise, de la création de nouveaux récits et de nouvelles histoires, bon, bah là, c'est pas de la curation, c'est de l'intelligence humaine, ouais. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous, Gilles Fitcheberg, cofondateur de Rosa Paris en charge de la création. Merci. Et tout de suite, je vous propose de redécouvrir un entretien que j'ai eu récemment avec Emmanuel Debuy, qu'il a construit Adwanted Group. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, il est incontournable aujourd'hui dans la technologie publicitaire. Comment est né ce groupe ? Je lui ai posé la question. On poursuit cette émission en compagnie d'Emmanuel Debuy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO d'Adwanted Group. C'est un build-up d'une dizaine de boîtes aujourd'hui. D'abord, moi, j'aimerais comprendre comment est né ce groupe, en fait. D'un échec. Alors en fait, j'ai créé Adwanted il y a 12 ans. L'idée, c'était de faire une place de marché pour commercialiser de la publicité offline. Au moment où tout le monde allait vers le digital, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Amener les outils électroniques pour aider les médias à commercialiser la presse, la radio, la télé, où on faisait encore à l'ancienne. Et pour que ça fonctionne, il faut une masse critique d'utilisateurs. Et comme c'était compliqué à avoir une masse critique en allant toquer aux portes une par une, je me suis dit peut-être en faisant une acquisition, j'allais acquérir un portefeuille de clients ou de fournisseurs plus important d'un seul coup. Et c'est comme ça que j'ai commencé le build-up, parce que ça a bien fonctionné, ça nous a permis de commencer à développer le business. J'ai pris goût au M&A. Il y a des boîtes qui nous ont contactés en disant on aime bien ce que vous faites, on aimerait faire partie du groupe Adwanted. Et puis, on a fait 7 acquisitions dans les 5 dernières années, au point de trouver plus d'intérêt à développer ces sociétés acquises que le projet initial qu'on a complètement arrêté parce qu'il n'arrivait toujours pas à gagner de l'argent. D'accord. Donc vous avez fait en fait ce qu'on appelle un pivot. On a fait un pivot. Alors c'était un pivot stratégique, mais dans la même industrie, puisque toutes les sociétés qu'on a rachetées, évidemment, travaillaient soit avec les mêmes clients qui peuvent être des agences médias ou les fournisseurs de publicité que sont les médias. Donc ça, c'est le point commun de toutes les sociétés. Vous êtes en train de me dire que le offline, finalement...
ça marche toujours. Et en fait, non, au contraire, parce que les sociétés qu'on a rachetées fournissent des logiciels pour les télés, pour les radios, pour les sociétés d'affichage. Et on va maintenant de plus en plus vers le digital, mais le cœur de mon activité, ça reste les médias dits offline. Comment vous qualifieriez la culture de votre groupe aujourd'hui? Parce que quand on a des entités comme ça, qui sont un peu séparées, qui n'ont pas forcément la même histoire... Oui, c'est un process en construction, la culture de la boîte, parce que d'abord, on a mélangé beaucoup de cultures au sens où la société est française, on a fait une acquisition aux US, on a fait une acquisition au UK, donc ça, déjà, on mélange des cultures très fortes, et en plus, les cultures des entreprises elles-mêmes sont très différentes, parce que la boîte de départ, Adontil, c'est une start-up, donc état d'esprit hyper jeune. On a racheté une première boîte qui avait 25 ans, puis une autre qui avait 40, et aux États-Unis, la boîte a 104 ans. Wow. Et donc, on vient ajouter des cultures d'entreprise qui existent depuis très très longtemps. Et évidemment, les attitudes des collaborateurs sont différentes. Donc, c'est un mélange, c'est un melting pot. Et au centre, c'est l'humain qui fait la culture, en fait. Vous êtes basé aux États-Unis? Je suis basé aux États-Unis depuis presque 8 ans. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y a aux États-Unis que vous n'avez pas trouvé en France? Ah, bah ça, c'est une bonne question. Avant la création d'Adwanted, moi j'avais dirigé une agence de pub pendant presque 17 ans qui a fini par un dépôt de bilan. Et quand je lance Adwanted, en fait, on me fait comprendre que, Monsieur Debuc, avec votre dépôt de bilan, ça va être compliqué de vous accompagner. On a un peu une image de loser. Et j'incube la société à Lille et j'ai l'occasion d'aller faire un voyage aux États-Unis où je raconte mon parcours. Et là, on m'arrête en me disant, mais vous avez un diplôme de plus que les autres. Et en fait, la différence, c'est l'état d'esprit. J'ai fait toutes les acquisitions, y compris des acquisitions en France, depuis les États-Unis, parce qu'il y a une énergie, un état d'esprit qui consiste à dire ça va aller, t'inquiète pas, et puis si ça va pas, on va trouver une autre solution. Là où en France, on ne commençait pas du tout, ne serait-ce qu'à étudier le dossier. Et pourtant, je n'avais pas trouvé non plus d'investisseurs aux États-Unis. C'était simplement d'être transposé dans un univers où tout est possible et où l'échec n'est pas une fin. En fait. Exactement. L'échec, c'est une partie du parcours. Il y en a même qui disent si tu t'es pas planté, c'est que tu n'as pas essayé assez fort. Ouais. Et moi, ça me parlait beaucoup en tant qu'entrepreneur et ça m'a donné des ailes. Alors, l'une de vos dernières acquisitions en France, c'est Offre Média qui est devenu The Media Leader. Oui, tout à fait. Pourquoi ce choix de rachat ? C'était une opportunité. En fait, on a racheté une entreprise en Angleterre à peu près un an avant. Et cette entreprise avait parmi ses actifs l'équivalent de Offre Média. Et moi, je dis aux dirigeants, cette activité média, c'est pas vraiment notre cœur de métier puisqu'on fait du logiciel et de la data. Et ils ont réussi à me convaincre que, en fait, c'était un formidable outil pour animer le marché. Et j'étais depuis quelque temps en discussion avec le fondateur d'Offre Média à Paris. Et finalement, on fait le deal au UK. Et quelques mois plus tard, l'opportunité se présente de nouveau avec Offre Média. Et on a un vrai outil marketing aujourd'hui à notre disposition qui est formidable pour toucher nos clients. En fait, on interviewe les clients qui utilisent nos logiciels, on interviewe les utilisateurs de nos propres data. En fait, tout ça, ça sert à faire fonctionner notre écosystème. C'est un levier d'acquisition aussi ? C'est un levier d'acquisition, absolument. C'est un beau levier d'image, c'est du B2B, ça nous permet de rayonner en faisant très attention à ne pas surutiliser notre propre média pour notre promotion, sinon ça manquerait un peu de partialité. On a 7 journalistes en France, au UK, on est en train de recruter une équipe aux États-Unis, donc des journalistes full-time qui bossent que pour nous, donc on est vraiment sur le terrain pour fournir un contenu de qualité et c'est ça notre guide. Avec une partie event, comme font beaucoup de médias aujourd'hui ? Absolument. Quasiment pour moitié l'activité, ce que nous on appelle contenu, c'est pour moitié les newsletters et pour moitié des conférences. Même chose, on fait parler nos clients de leurs actualités, des nouveaux produits qu'ils lancent. On essaie surtout de faire attention à ce que les conférences ne soient pas des tribunes commerciales, parce que sinon les gens viennent une première fois et puis ils ne reviennent pas. Ouais. On fait en sorte que quand quelqu'un vient sur scène, il littéralement apprenne quelque chose à l'audience qui vient écouter. Quels sont vos prochains projets d'acquisition ? Parce que j'imagine que vous en avez déjà une dizaine, vous n'allez pas forcément vous arrêter là.
Non, j'ai encore plein d'années avant la retraite, on en a plein. En fait, ce rythme d'acquisition fait que on nous contacte et il ne se passe pas une seule semaine sans que je reçoive un dossier d'une entreprise qui souhaiterait faire partie du groupe ou qui a besoin de s'adosser parce qu'ils sont trop petits et d'atteindre la taille supplémentaire ou suivante, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, on a un business, comme je disais, logiciel, c'est le plus gros. 60% de notre activité, c'est du logiciel. C'est principalement en France et au UK. Et on voit une opportunité phénoménale d'apporter ce business logiciel aux États-Unis. Mais aux États-Unis, on fait de la data, on est un peu trop petit. Donc la prochaine acquisition, c'est une grosse opération aux États-Unis pour qu'on ait une taille plus importante pour supporter l'activité logicielle. Ensuite, on veut continuer de se développer en Europe. On va annoncer une acquisition en Belgique d'ici quelques semaines. Et on travaille avec des entreprises en Allemagne. Parce qu'on est numéro 1 en France, on est numéro 1 en UK sur nos métiers. Et en étant présent en Allemagne, qui est le 3e plus gros marché de la pub en Europe, là, on pourra avoir une taille critique pour continuer à se développer sans avoir nécessairement besoin d'ouvrir des bureaux dans tous les pays. Pour atteindre cette taille critique aux États-Unis, vous allez faire l'acquisition d'une boîte qui sera plus grosse que vous ? Probablement. Elle sera en tout cas plus grosse que nous aux États-Unis. Aujourd'hui, en fait, chaque acquisition nous a fait doubler de taille. Et là, en allant aux États-Unis, compte tenu de notre expérience dans les acquisitions, on est de plus en plus exigeant. Et donc, c'est une entreprise qui peut être plus grosse en valo, ça peut être une entreprise plus grosse en chiffre d'affaires, il y a pas mal de critères. Et puis, on a surtout plus peur, parce qu'en fait, la difficulté, c'est l'intégration. En réalité, acheter une entreprise, c'est pas compliqué sur le papier, on arrive toujours à trouver les synergies. Après, c'est quand on est face aux vrais gens que ça commence vraiment. Et là, on a mis en place un certain nombre de process. La culture d'entreprise, elle est hyper importante. Je passe beaucoup de temps pendant les due diligence à discuter avec les dirigeants et je me demande toujours si j'irai en week-end avec eux, par exemple. Voilà, pour voir si on a de l'affinité, si c'est des gens avec qui j'ai envie d'échanger, parce qu'on n'est pas des cost killers, on ne rachète pas une boîte pour couper et faire beaucoup d'argent. On crée un groupe industriel, et donc il faut que ça matche entre les personnes, c'est vraiment essentiel pour moi. Vous dites que ce n'est pas compliqué sur le papier, y compris en termes de financement, aujourd'hui ? L'expérience aide, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait une acquisition, on a gagné des points. La première fois que je fais une acquisition, j'ai pas d'argent, on arrive à faire quelque chose, résultat, on gagne la crédibilité d'une banque. Donc la fois d'après, il y a une banque qui nous accompagne et puis on arrive à lever un peu de fonds. Et comme toutes les acquisitions qu'on a faites se sont plutôt bien déroulées, on a gagné quelque part l'image d'une entreprise qui savait acquérir, transformer et développer. Donc c'est pas facile, mais la construction du groupe a conduit à ce qu'on soit aussi de plus en plus profitable. Et donc, plus on est profitable, plus on est gros, plus on intéresse des fonds. Et c'est un peu ça qui est en train d'arriver. Le tout, c'était d'y aller par étapes. La première acquisition, c'était un petit deal. Si on avait visé quelque chose de beaucoup plus gros, on ne l'aurait pas fait et rien ne se serait passé ensuite. Donc, on a appris sur le tas et maintenant, on fait des opérations un peu plus importantes. Dans vos dernières actualités, vous avez annoncé le lancement d'un observatoire de l'IA avec Kantar Media. Pourquoi ce lancement-là ? Bien parce que, en fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Nous, on est au cœur de cet écosystème en fournissant d'un côté des logiciels et de la data. Et nous, on pense que dans les métiers des médias, c'est là où il va y avoir le plus de changements. Il y a plein d'idées, peut-être même trop. Et il n'y a pas forcément toujours les ressources financières pour s'attaquer à tous les projets. On s'est dit, avec un des plus gros acteurs de la data, avoir un des plus gros acteurs du logiciel dans les médias, on devrait mettre ensemble des choses sur la table parce qu'ensemble, on peut contribuer à faire des tests. Et donc, pour nos sociétés, mais peut-être pour d'autres sociétés de l'écosystème qui ont une super idée à laquelle on n'aurait pas pensé, mais sur lequel il va falloir faire des tests. Et nous, on est capable, on a un département chez nous qui s'appelle Advantage Labs. On a des chercheurs, on a des scientifiques. Il y a la même chose chez Kantar. Et puis, on est adossé avec... on est aidé par Gilles Santini. Donc, on a la capacité de réunir un comité scientifique et de dire, oui, c'est une très bonne idée, mais économiquement ça va pas marcher donc on n'y va pas, ou au contraire dire oui, là non seulement il y a un intérêt scientifique et une possibilité de développement pour
pour l'industrie. Donc allons-y, et c'est la connexion de ces compétences qui permet de le faire. Tout seul, on n'avait pas suffisamment de crédibilité, on n'avait pas de data. Kantar, c'était un peu pareil, ils ont beaucoup de data, ils n'ont pas forcément la puissance logicielle. Et puis on avait besoin d'un scientifique pour valider, parce qu'on peut tout inventer avec de l'intelligence artificielle, ça ne veut pas forcément toujours faire du sens. Vous êtes dans le secteur de la pub depuis maintenant pas mal de temps. À part l'IA, quelles sont les tendances que vous scrutez particulièrement là ? Le retail média, par exemple, c'est quelque chose qui change. En fait, littéralement, ce qui a changé, c'est qu'avant, on vendait des marques médias. Il y a 40 ans, on voulait faire une campagne sur une chaîne, sur un magazine. Maintenant, on veut toucher de l'audience. Et comme l'audience n'arrête pas de changer, il faut avoir des outils qui suivent cette audience. On est passé des grands médias à des médias digitaux. Maintenant, chacun essaie de tirer un peu sa couverture. Le retail média, c'est par exemple un gros sujet d'investissement où les marques veulent essayer de monétiser le mieux possible tout l'attirail d'assets qu'elles ont à disposition. Nous, on essaie de les accompagner. Et probablement, il y a plein de choses qui n'existent pas encore, qu'on va découvrir dans les années qui viennent. Pour terminer, Adwanted Group, dans 5-10 ans, ce sera quoi ? C'est une bonne question. Dans 5 ans, on aura probablement une position de leader européen, mais peut-être mondial, parce que ce qu'on est en train de faire aux États-Unis, ça devrait permettre aussi d'avoir une taille beaucoup plus conséquente. Et notre objectif, j'ai pas tellement un objectif de taille. La mission de l'entreprise, c'est de servir le mieux possible ses clients. Aujourd'hui, la difficulté dans l'achat d'espace, c'est qu'on ne peut pas avoir une technologie qui couvre l'ensemble de la chaîne des médias. Nous, notre objectif rêvé, c'est d'être capable de créer un outil qui va permettre à un client de faire une campagne qui va couvrir la télé, la radio, l'affichage, en splittant de manière intelligente plutôt qu'au doigt mouillé. Tiens, on doit mettre 30% en télé, 20% en digital. C'est pas très scientifique. C'est sur ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui pour rendre l'achat d'espace plus efficace pour les vendeurs et les acheteurs. Merci beaucoup Emmanuel Dubuc. Je rappelle que vous êtes le fondateur et CEO d'Adwanted Group. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite sur Bismarck.